Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que les gens laissent trop souvent de côté, alors que c'est pourtant la base pour qui veut comprendre le fonctionnement d'une société. Je parle des institutions. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut préciser quelques petites choses qui sont nécessaires à la bonne compréhension de l'ensemble des choses. Ce qu'on appelle aujourd'hui la République romaine est une période de la Rome antique allant de -509 avec l'expulsion des derniers rois de la ville jusqu'à -27 avec l'instauration du Principat par Auguste. Pourtant, durant cette période, les Romains n'avaient pas réellement de mots pour désigner leur régime politique. L'expression res publica, qui a donné par la suite république, ne renvoie pas à l'époque de la Rome antique à la même définition qu'on peut avoir aujourd'hui de la République. Aujourd'hui, en France, la République est principalement vue comme un régime politique en opposition à un autre régime politique, la monarchie. C'est bien entendu un héritage direct de la Révolution française. Mais dans la Rome antique, c'est quelque peu différent. La res publica, ou la chose publique, désigne alors l'ensemble des États et des régimes politiques qui se sont partagés le pouvoir dans la région du Latium au cours du premier millénaire avant notre ère. Avec cette définition, la Rome royale, qui dura de -753 jusqu'à -509, peut être considérée comme une res publica. Et d'ailleurs, après -27, Auguste prétendra avoir restauré la res publica. Mais au fil du temps, les Romains se rendent quand même compte que l'instauration de l'Empire a quelque peu changé le régime politique de Rome. À partir du IIe siècle après Jésus-Christ, le terme de res publica prend un nouveau sens politique. Tacite est le premier à mentionner ce changement quand il écrit qu'à la mort d'Auguste, en 14, peu de Romains ont réellement connu la res publica. Mais malgré tout, ce point de vue demeure très longtemps minoritaire. Pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui la République romaine, les Romains utilisaient beaucoup plus le terme de libertas, la liberté. L'expulsion du dernier roi de Rome en -509 avait instauré la libertas, de même que les assassins de César avaient restauré la libertas en éliminant ce dernier. Le problème, évidemment, c'est que tous les Romains n'ont pas la même définition de la libertas. Vous l'avez compris, tout ça est un peu compliqué, mais il me semblait important de faire ce petit point étymologie. Pour simplifier les choses, je vais parler des institutions romaines de la période qu'on appelle aujourd'hui République romaine, à savoir de -509 jusqu'à -27, et pour plus de clarté, je l'appellerai République romaine. Autre précision, quand on parle des institutions, on pense souvent au droit. Eh bien là encore, pour Rome, c'est un petit peu inexact. Sous la République romaine, il n'existe pas de constitution écrite, ce qui fait que les choses pouvaient évoluer et changer assez rapidement et assez radicalement. Il faut aussi préciser que pour la période allant de -509 à environ -300, les sources sont très rares et souvent écrites a posteriori. Après toutes ces petites précisions, j'en arrive enfin au sujet principal de la vidéo, les institutions de la République romaine et leur fonctionnement. Ces institutions ne sont donc inscrites dans aucune constitution. Elles participent cependant à l'organisation et à la structuration de la société romaine, mais aussi à son unité. La République romaine, comme la plupart des cités antiques d'ailleurs, est composée de 3 institutions principales dont les pouvoirs doivent théoriquement s'équilibrer. Ces 3 institutions sont les assemblées, les magistrats et le conseil. Les assemblées sont des assemblées du peuple qu'on appelle à Rome comices. Les magistrats, ce sont les magistrats et le conseil correspond au Sénat. Commençons par le peuple. Aujourd'hui en France, on vit dans ce qu'on pourrait appeler une démocratie représentative. On vote pour élire un président et des députés qui sont censés diriger le pays. On parle de démocratie représentative car notre pouvoir est représenté par les personnes qu'on élit et qui ont pour mission de gouverner le pays. À Rome, c'est totalement différent. Cette notion de représentativité n'existe pas. La participation politique implique un engagement direct de chaque citoyen. Ce mode de fonctionnement est propre à la plupart des cités antiques de l'époque et serait bien entendu irréalisable de nos jours. Bref, il fallait un engagement direct du citoyen. On parle alors du métier de citoyen. Citoyen au pluriel car vous verrez que tous les citoyens n'ont pas le même rôle ni le même pouvoir. Pour les citoyens romains, la pratique politique se concrétise par la participation à des assemblées du peuple appelées comices. Ces assemblées ont une fonction électorale, législative et judiciaire.
Chaque citoyen ne participait pas aux comices de la même façon. La plupart des citoyens avaient du mal à se libérer des travaux des champs pour se rendre à Rome participer à ces assemblées. Et l'extension territoriale de la République n'a pas arrangé les choses. Ces comices se réunissaient à la demande d'un magistrat lorsque cela était nécessaire et uniquement lors des jours comiciaux, aussi appelés jours fastes. Ces jours fastes étaient des jours de l'année où la religion romaine autorisait les affaires du peuple à être traitées. Cela représentait environ 190 jours par an et les magistrats ne pouvaient convoquer les assemblées que sur ces jours-là. Il existait 3 comices différents. Le principal est appelé comice centuriate. La composition des comices centuriates se base, comme son nom l'indique, sur les centuries qui servent également au recrutement militaire. Chaque centurie devait fournir un nombre équivalent de soldats à l'armée. Les citoyens romains étaient répartis en 5 classes et 193 centuries. Lors des votes, chaque centurie possédait une voix. Il y avait donc 193 voix au total et la majorité était atteinte à 98. Ça peut paraître assez équitable au premier abord comme processus de vote, mais attendez de voir un peu plus en détail la répartition de ces centuries. Les centuries sont constituées en fonction du cens, c'est-à-dire de la fortune. Cette répartition est faite par un magistrat nommé censeur dont je reparlerai un peu plus loin lors du recensement de la population qui avait lieu tous les 5 ans. Enfin 5 ans c'est en théorie car certains censeurs trouvaient que le recensement était un petit peu ennuyant et ne respectaient pas toujours cet intervalle de 5 ans. C'est maintenant qu'interviennent les 5 classes dont je vous ai parlé au début. La première classe comprenait les centuries regroupant tous les citoyens les plus riches, et donc la 5e classe, les centuries regroupant les citoyens les plus pauvres. C'est déjà pas très équitable, mais en plus de ça, la première classe comprenait 98 centuries. Et rappelez-vous, la majorité lors des votes est à 98 voix. Et dernier point important, les centuries de la première classe votaient toujours en premier. Les votes étant arrêtés lorsque la majorité de 98 voix était atteinte, la 2e classe votait très rarement, la 3e classe exceptionnellement, et les 4e et 5e classes pratiquement jamais. Mais pourquoi votaient ces centuries, me direz-vous ? J'y viens, un peu de patience. Les comices centuriates votaient pour élire les magistrats supérieurs, c'est-à-dire les chefs militaires et les censeurs. Ils votaient aussi les lois les plus importantes ainsi que les déclarations de guerre. Ils avaient également un pouvoir judiciaire et votaient la condamnation ou l'acquittement des citoyens accusés de crimes capitaux comme la haute trahison. Les comices centuriates avaient donc un rôle très important et la domination des plus riches lors des votes faisait de la République romaine un régime relativement aristocratique. On observe quand même un certain nombre d'évolutions censées rééquilibrer tout ça. En moins 220, chaque classe reçoit un nombre équivalent de centuries, mais la première classe regroupe toujours les centuries les plus riches qui votent toujours en première. Il faut attendre la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ et la loi Lex Sempronia de Comitis pour que l'ordre de vote des centuries soit décidé par tirage au sort. Passons maintenant aux 2 autres assemblées du peuple, à commencer par les comices tributes. Dans cette assemblée, les citoyens sont divisés en fonction de leur tribu. Les tribus sont une répartition des citoyens romains en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe leur domicile. Leur nombre augmente progressivement jusqu'à atteindre 35 tribus au milieu du 3e siècle avant notre ère. On compte 4 tribus urbaines dans la ville de Rome et 31 tribus rurales. Comme pour les comices centuriates, chaque tribu possède un vote, il y a donc 35 voix au total. Mais là aussi, cette répartition est très inégale. La population urbaine est sous-représentée, seulement 4 tribus sur 35, alors que les 4 tribus urbaines sont pourtant les plus peuplées. Les tribus proches de Rome sont souvent très petites et peu peuplées. Il s'agit principalement de riches propriétaires fonciers. À l'inverse, les tribus les plus éloignées de Rome sont immenses et très peuplées. Les propriétaires fonciers sont donc très avantagés lors des votes. L'absentéisme est également un facteur très important dans ces comices. L'absentéisme est d'ailleurs si important que lors de certains votes, certaines tribus ne sont pas du tout représentées, tout simplement parce qu'aucun citoyen n'a pu faire le déplacement jusqu'à Rome pour représenter sa tribu. En termes de vote, les comices tributes sont un petit peu le petit frère des comices centuriates. Ils votent pour élire les magistrats inférieurs, votent les lois ordinaires et jugent les crimes d'État passibles d'amende. Enfin, la dernière assemblée est appelée comice curiate. Cette assemblée est la plus ancienne de Rome puisqu'elle existe depuis l'époque où Rome était une monarchie. Mais sous la République, c'est aussi l'assemblée la plus inutile de toutes. Si son rôle est assez important sous la période royale, en grande partie parce que c'est la seule assemblée du peuple, sous la République, son rôle est surtout symbolique. À la base, les comices curiates sont constitués de 30 curies qui sont une subdivision des tribus. Sous la République, ces 30 curies finissent par être remplacées par 30 licteurs.
D'abord parce que la plupart des citoyens ne savent plus à quelle curie ils appartiennent, et aussi parce qu'il faut bien le dire, tout le monde s'en fout un peu. Les licteurs sont à la base des citoyens qui font office de garde du corps auprès des magistrats supérieurs, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Les comices curiates ne se réunissent que pour des formalités. Par exemple, ils s'occupent de ratifier la nomination des nouveaux magistrats. Ils votent aussi la Lex Curiata de Imperio, une loi qui accorde l'imperium aux consuls et aux prêteurs. Il n'y a donc pas de vote puisqu'il s'agit simplement d'une ratification purement formelle. Mais malgré ce côté purement symbolique, le passage par les comices curiates demeure nécessaire pour valider l'investiture des nouveaux magistrats. Justement, il est temps de parler de ces magistrats pour qui votent toutes ces assemblées. Comme je le disais en introduction, Rome n'a pas de constitution écrite, ce qui fait que les magistratures sont créées au fur et à mesure des besoins. Elles ne sont pas toutes apparues à la même époque. Et bien sûr, les magistratures ont évolué au fil des ans, surtout en ce qui concerne le nombre de magistrats. Après la chute de la royauté en -509, les Romains voulaient absolument éviter qu'un seul citoyen puisse monopoliser tous les pouvoirs. Pour cela, la durée du mandat d'un magistrat est limitée à 1 an. Sauf pour 2 magistratures, la censure et la dictature dont je parlerai plus tard. Certains magistrats possèdent énormément de pouvoir et cette limitation à 1 an permet d'éviter toute dérive autoritaire. Il faut tout de même préciser qu'un magistrat peut être élu plusieurs années de suite. On peut séparer les magistratures en 2 catégories, les magistratures ordinaires et les magistratures extraordinaires. Je vais commencer par présenter les magistratures ordinaires à travers le cursus honorum. Le cursus honorum ou carrière des honneurs est un peu le parcours politique obligatoire pour qui veut faire carrière à Rome. Elle permet de s'assurer que les magistratures les plus importantes sont exercées par des personnes expérimentées. Le cursus honorum apparaît sans doute vers la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Il se met en place de façon progressive et permet d'imposer une certaine régularité dans l'exercice des magistratures. Il impose aussi un ordre d'accès et un âge minimum pour exercer les différentes magistratures. Bien entendu, il n'était pas toujours respecté et de nombreux écarts sont à signaler. Il faut attendre -180 pour que le cursus honorum entre dans le cadre de la loi, avec la Lex Vilia Annalis. Cette loi impose plusieurs règles qui n'étaient jusque-là appliquées que de façon assez aléatoire. Elle impose, entre autres, une hiérarchisation des magistratures et définit des magistratures inférieures et des magistratures supérieures. Elle impose également une stricte collégialité, ce qui signifie que chaque magistrature doit être exercée par au minimum 2 personnes différentes. Dernière précision, pour pouvoir prétendre à une magistrature, il faut appartenir à la classe équestre, ce qui signifie posséder un cens d'au moins 400 000 sesterces. Concrètement, seuls les plus riches peuvent accéder aux magistratures. Bien, voyons ces magistratures justement. La première d'entre elles, celle par laquelle on commence son cursus honorum, est la questure. La fonction de questeur existait déjà sous la royauté, mais à cette époque, les questeurs n'étaient pas élus, mais nommés par le roi. On retient la date de -447 comme la date de création de cette magistrature sous la République. Il y a alors 2 questeurs, mais leur nombre est rapidement doublé et passe à 4 en -421. Par la suite, leur nombre va régulièrement augmenter en fonction des besoins. On compte 40 questeurs à la fin de la République. Ils sont élus pour une durée d'1 an par les comices tributes et l'âge minimum pour être questeur est de 30 ans. Comme je l'ai dit, l'âge minimum n'est imposé qu'à partir de -180. Avant cette date, les choses étaient un petit peu plus libres. Le rôle des questeurs est principalement d'ordre financier. Ils sont chargés de l'administration du trésor public et ont la responsabilité de l'encaissement des recettes publiques. Ils sont également chargés de gérer les finances de l'armée et des provinces en relation avec les consuls et les prêteurs. Au-dessus du questeur, on trouve l'édile. À leur création en -493, les 2 édiles sont exclusivement plébéiens, ce qui signifie qu'ils sont forcément issus du peuple. Cela change en -366 avec la création de 2 nouveaux édiles, les édiles curules, qui eux sont exclusivement patriciens. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette distinction entre plébéiens et patriciens. Mais cela ne dure pas et rapidement, les plébéiens peuvent également devenir édiles curules. Au final, il n'y a en moyenne qu'un seul édile sur 4 qui est d'origine patricienne. Il faut aussi noter que leur nombre n'augmente plus après -366 et restera de 4 jusqu'à la fin de la République. Tout comme les questeurs, ils sont élus pour 1 an par les comices tributes. À partir de -180, il faut avoir au minimum 36 ans pour être édile. La fonction des édiles est principalement liée à l'urbanisme.
Après leur élection, les 4 édiles sont répartis par tirage au sort dans 4 zones de Rome. Ils y sont alors responsables de l'entretien des rues et du maintien de l'ordre public. Ils ont également pour mission de superviser certaines fêtes religieuses, d'organiser des jeux et de gérer l'approvisionnement en nourriture de la ville de Rome. L'édilité et la questure constituent les 2 magistratures inférieures du cursus honorum. On va maintenant passer aux magistratures supérieures avec la première d'entre elles, la préture. La fonction de préteur est créée en 366 à la base pour alléger la charge des consuls. Il n'y a à l'origine qu'un seul préteur dont la fonction est principalement de rendre la justice dans la ville de Rome. Cette fonction est surtout créée pour conserver un magistrat supérieur dans la ville de Rome lorsque les 2 consuls sont en campagne militaire. Dès sa création, le préteur possède l'imperium, mais un imperium minus, c'est-à-dire inférieur et subordonné à celui des consuls. Un second poste de préteur est créé en 242, puis au fur et à mesure des conquêtes, le nombre de préteurs augmentera. 2 préteurs restent en permanence à Rome, tandis que les autres sont envoyés dans les différentes provinces. Comme à Rome, les préteurs provinciaux sont chargés de rendre la justice et d'arbitrer les conflits. Mais rapidement, ils se retrouvent également en charge de l'administration générale de la province. On note tout de même que les 2 préteurs qui restent à Rome ont un rang supérieur aux préteurs envoyés dans les provinces. Les préteurs sont escortés par des licteurs chargés d'assurer leur sécurité. Cela permet aussi de rapidement identifier des préteurs dans la rue. 2 licteurs sont affectés à chaque préteur se trouvant dans la ville de Rome et 6 licteurs sont affectés à chaque préteur se trouvant dans les provinces. Le préteur est élu pour 1 an par les comices centuriates. À partir de 180, il faut être âgé d'au moins 39 ans pour se présenter à la préture. Il faut aussi préciser qu'il est possible pour les préteurs des provinces de conserver leur charge de préteur au-delà de l'année réglementaire, afin notamment de garantir une certaine continuité dans l'administration de la province. On parle alors de propréteur. Enfin, la préture permet d'accéder à la magistrature la plus importante, le consulat. Les consuls apparaissent dès le début de la République sans qu'on en connaisse la date exacte, peut-être en 509, plus vraisemblablement au cours du 5e siècle avant notre ère. Ils sont dès leur création au nombre de 2 et ce nombre ne changera jamais. Les 2 consuls possèdent le pouvoir le plus important de Rome, l'imperium consulaire. L'imperium est un pouvoir directement hérité de celui que possédaient les rois à l'époque de la Rome royale. L'imperium donne au consul le pouvoir de lever et commander l'armée, mais il lui donne également un pouvoir civil. Il permet au consul de proposer des lois, de condamner même à mort n'importe quel citoyen, d'organiser et de présider la vie politique de Rome et de convoquer le Sénat et les assemblées du peuple. Malgré tout ça, leur pouvoir est quand même soumis au contrôle du Sénat, j'y reviendrai un petit peu plus tard. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les consuls passent le plus clair de leur temps hors de la ville à commander l'armée. Les victoires militaires et les conquêtes leur accordent d'ailleurs un immense prestige qui se concrétise parfois par un triomphe, un fastueux défilé dans les rues de Rome. Les 2 consuls sont élus pour 1 an par les comices centuriates. Plus que pour les autres magistratures, pour être élu consul, il faut avoir de nombreux appuis et des ressources financières. Au cours des 2 derniers siècles de la République, une compétition intense a lieu à chaque élection entre des généraux ambitieux, avides de toujours plus de pouvoir. À partir de 180, pour être consul, il faut obligatoirement avoir été édile puis préteur, avoir une solide expérience militaire et être âgé d'au minimum 42 ans. À partir de 151, il est également impossible d'exercer le consulat 2 années de suite. Ces règles sont globalement respectées à quelques rares exceptions près, accordées en général pour des impératifs de guerre. L'entorse principale étant sur l'âge minimum. Tout comme pour les préteurs, il était possible pour les consuls de prolonger leur charge au-delà de l'année réglementaire, souvent pour terminer une guerre ou une conquête. On parle alors de proconsul. C'est par exemple ce qu'a fait César lors de la conquête de la Gaule. Chaque consul est également escorté de 12 licteurs pour sa sécurité personnelle. La plupart des grands noms de l'histoire de la République romaine ont été consuls. On peut citer par exemple Scipion l'Africain, Pompée, Marc-Antoine ou bien sûr César. Il reste une dernière magistrature un peu particulière qu'on pourrait placer au sommet du cursus honorum, il s'agit de la censure. La fonction de censeur est créée en 443. Au nombre de 2, ils sont à l'origine créés pour effectuer le recensement des citoyens romains. Contrairement aux autres magistratures, ils sont à l'origine élus pour 5 ans, ce qui correspond à l'intervalle entre 2 recensements. Mais dès 434, la durée de leur mandat passe à 18 mois. Ils continuent tout de même d'être élus tous les 5 ans, ce qui fait que les 2 tiers du temps, il n'y a pas de censeur en fonction.
À partir de -318, la fonction de censeur devient très prestigieuse et très importante. La Lex Ovinia leur confie le soin de réaliser l'album sénatorial. Il s'agit tout simplement de compléter et de réviser la liste des sénateurs. Les sénateurs étant nommés à vie, les censeurs devaient choisir de nouveaux sénateurs pour remplacer ceux qui étaient décédés, mais ils pouvaient également expulser des sénateurs jugés indignes. Les censeurs sont élus pour une durée de 18 mois comme je l'ai dit, par les comices centuriates. Pour être censeur, il faut avoir au moins 44 ans et avoir été préteur ou consul. La plupart des censeurs sont d'anciens consuls. On a pratiquement terminé avec les magistratures ordinaires, il en reste juste une à évoquer qui se trouve en dehors du cursus honorum, il s'agit du tribunat de la plèbe. Comme on vient de le voir, grâce à un système d'élection inégal, les plus riches et les patriciens concentrent l'essentiel du pouvoir à Rome. Mais la plèbe dispose tout de même d'un contre-pouvoir majeur, les tribuns de la plèbe. Avant de vous présenter cette magistrature, il faut définir ce qu'est la plèbe. La plèbe, le peuple, se définit en opposition aux patriciens. Tous sont des citoyens, mais la distinction se fait au niveau de la naissance. Les patriciens sont les plus anciennes et les plus influentes familles romaines et constituent une élite aristocratique. Les plébéiens, ce sont tous les autres. La plupart des patriciens sont très riches, bien plus que les plébéiens. Mais il existe des exceptions et certains plébéiens peuvent être plus riches que des patriciens. La distinction ne se fait pas au niveau de la richesse, mais bien au niveau de la naissance et de la famille. À Rome, c'est le terme de nobilitas ou noble qui définit les citoyens en fonction de leur richesse. Un nobilitas peut être plébéien ou patricien. L'immense majorité des citoyens romains, plus de 90%, sont plébéiens. Je précise aussi que les esclaves ne sont pas des plébéiens, ni des patriciens bien sûr, puisque ce ne sont pas des citoyens romains. La fonction de tribun de la plèbe est créée suite à des troubles sociaux entre les patriciens et les plébéiens en -493. Les tribuns de la plèbe sont alors mis en place pour protéger les plébéiens contre les pouvoirs des consuls patriciens. À l'origine, ils sont 2, mais leur nombre passe à 10 en -457. Ils sont élus par le concile plébéien, qui est une assemblée un peu particulière, qui, comme son nom l'indique, ne contient que des plébéiens. Ils se réunissent par tribus et élisent les 10 tribuns de la plèbe. Comme pour les autres magistrats, la durée du mandat d'un tribun de la plèbe est d'1 an. Ne vous y trompez pas, les tribuns de la plèbe sont souvent les plus riches des plébéiens. Mais ils sont quand même opposés au pouvoir des patriciens et ont pour la plupart à cœur de défendre le peuple. À partir de -449, la Lex Valeria Horatia de Tribunicia Potestate rend les tribuns de la plèbe sacro-saints. Concrètement, cela signifie qu'un tribun de la plèbe est intouchable. Quiconque porte atteinte à une personne sacro-sainte voit sa tête vouée à Jupiter. Il est en d'autres termes maudit et voit tous ses biens confisqués. Pour faire cesser la souillure qu'un citoyen maudit représente pour Rome, n'importe quel autre citoyen peut tuer la personne maudite sans risquer aucune représaille. Vous l'avez compris, il ne vaut mieux pas s'en prendre à une personne sacro-sainte. Les tribuns de la plèbe, donc, sont là pour protéger le peuple des abus des consuls et plus généralement des patriciens. Pour cela, ils disposent d'un certain nombre de pouvoirs qui vont d'ailleurs augmenter avec le temps. Ils possèdent en premier lieu l'auxilium qui leur permet de protéger n'importe quel citoyen du pouvoir d'un autre magistrat. Cela permet surtout de prévenir les dérives arbitraires du pouvoir consulaire. Pour rappel, un consul peut condamner à mort n'importe quel citoyen. Au cours du IVe siècle avant notre ère, ils obtiennent également un droit de veto sur n'importe quelle loi ou décision d'un magistrat. Un tribun de la plèbe peut ainsi annuler n'importe quelle décision d'un magistrat, que ce soit la convocation des assemblées ou la levée de l'armée. La seule limite à ce pouvoir est qu'un tribun de la plèbe ne peut pas opposer son veto lorsque le peuple est en armes, c'est-à-dire lorsqu'une guerre est déclarée. Mais ce droit de veto des tribuns est souvent utilisé lorsque la guerre est imminente, pour empêcher le consul de lever une armée. Une autre limite au pouvoir du tribun de la plèbe est que celui-ci ne peut s'exercer que dans l'enceinte de la ville de Rome. Une fois hors de la ville de Rome, un tribun de la plèbe n'a plus aucun pouvoir. En revanche, dans la ville de Rome, aucun pouvoir n'est supérieur au sien. Même le pouvoir des consuls est inférieur au pouvoir des tribuns de la plèbe. Le seul à pouvoir s'opposer au pouvoir d'un tribun de la plèbe est un autre tribun de la plèbe. Le rôle des tribuns de la plèbe est particulièrement important au début de la crise de la fin de la République romaine, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. On peut surtout mentionner les frères Gracques, 2 tribuns de la plèbe qui tenteront sans succès de porter des réformes agraires, de rééquilibrer les pouvoirs du Sénat et de redonner aux citoyens romains les moyens de s'extraire de leurs conditions.
Leur échec entraînera une diminution constante du pouvoir des tribuns de la plèbe jusqu'à la fin de la République romaine. Rassurez-vous, on a presque terminé, il ne nous reste que 2 magistratures exceptionnelles à voir, et on va commencer par la dictature. Avant d'aller plus loin, il faut que vous enleviez de votre esprit toute connotation contemporaine du terme de dictateur. Sous la République romaine, la dictature est une magistrature, certes exceptionnelle, mais complètement légale. Si vous voulez une comparaison actuelle, la dictature sous la République romaine est un petit peu l'équivalent de l'article 16 de la Constitution de la 5e République française, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République pour une durée limitée. Si vous ne connaissez pas cet article, c'est normal. Il n'a été utilisé qu'une seule fois par le général de Gaulle en 1961 afin de régler la question de la guerre d'Algérie. À Rome, c'est un peu pareil. La dictature est une magistrature exceptionnelle accordant les pleins pouvoirs à un citoyen pour résoudre une situation d'urgence. La dictature apparaît dès le début de la République, probablement vers -501, pour régler une situation d'urgence militaire. Pour qu'un dictateur soit nommé, il faut d'abord que le Sénat approuve le recours à la dictature. Une fois cela fait, l'un des 2 consuls en poste nomme un dictateur. Ce dictateur nommé est très souvent lui-même un ancien consul. Le dictateur est assisté d'un maître de cavalerie qu'il choisit lui-même et qui fait un petit peu office de chef d'état-major. Le dictateur est nommé jusqu'à ce que la crise soit résolue, ou pour une durée maximum de 6 mois. Un dictateur peut être nommé pour régler des problèmes d'ordre civil ou militaire. Au IVe siècle avant notre ère, les missions des dictateurs sont surtout d'ordre militaire, essentiellement dans le cadre des difficiles guerres contre les Samnites. À l'inverse, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la conduite de la guerre est principalement laissée aux consuls, et les dictateurs sont surtout nommés pour régler des problèmes civils dans Rome. Un dictateur pouvait par exemple être nommé pour convoquer les assemblées et organiser les élections des futurs consuls, lorsque les 2 consuls en poste étaient en campagne militaire en dehors de Rome. Ce fut notamment le cas lors de la Seconde Guerre punique. Si l'on reste dans le cadre de cette Seconde Guerre punique, un dictateur pouvait aussi être nommé pour recruter des sénateurs. Ce fut le cas en -216 où de nombreux sénateurs trouvent la mort lors de la bataille de Cannes où les Romains sont massacrés par les troupes d'Hannibal. Il est alors urgent de nommer de nouveaux sénateurs afin de ne pas paralyser le système politique. En l'absence de censeur à ce moment-là, le recours à la dictature était nécessaire. Un dictateur peut aussi être nommé pour rétablir l'ordre dans la ville de Rome en cas d'émeute importante. La dernière dictature a lieu en -202. Par la suite, elle ne réapparaîtra que lors des guerres civiles qui vont conduire à la fin de la République romaine. Elle fut ressuscitée par Sylla en -82. Bien que nommé dictateur de façon assez atypique, son mandat n'avait rien d'illégal, et il abdique à l'issue des 6 mois prévus par la loi. Ensuite, la dictature fut exercée une dernière fois par César. D'abord de façon légale, en -49, pendant quelques jours seulement, afin de réunir les assemblées et d'élire les nouveaux consuls. En -48, il est à nouveau nommé dictateur, pour 1 an cette fois, afin de restaurer l'ordre dans la République. En -46, il se fait à nouveau nommer dictateur pour 10 ans avec un renouvellement automatique. Finalement, il se fait nommer dictateur à vie au début de l'année -44, avant de se faire assassiner quelques mois plus tard. Il reste une dernière magistrature exceptionnelle à évoquer. Vous ne la connaissez probablement pas, il s'agit de l'interroi. Pour celle-ci, ça va être rapide. Comme son nom l'indique, cette magistrature est un héritage de la Rome royale. Sous la République, un interroi est nommé en cas de vacance du pouvoir. Cela arrivait en cas de mort ou d'abdication des 2 consuls, ou de retard dans les élections des 2 nouveaux consuls. Dans tous les cas, l'interroi est chargé d'organiser au plus vite de nouvelles élections consulaires. Un interroi est nommé par le Sénat pour une période de 5 jours. Cet interroi est chargé de réunir les comices centuriates, puis nomme un second interroi, également pour 5 jours, qui lui est chargé de présider l'élection. Parfois cela prend un peu de temps, comme en -367 où 14 interrois se sont succédés avant que 2 consuls puissent être élus. Cette magistrature est un peu anecdotique comparée aux autres, mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. On en a à présent fini avec les magistratures et on va passer au dernier organe majeur du pouvoir, le Sénat. Si les comices sont censés représenter le peuple, le Sénat, lui, représente clairement l'aristocratie. Le Sénat existe déjà sous la royauté, mais on va ici se concentrer sur la période républicaine. À l'origine, les sénateurs sont exclusivement patriciens et sont recrutés par les consuls. Cela va évoluer à la fin du IVe siècle avant notre ère, où les sénateurs seront recrutés par les censeurs parmi les anciens magistrats.
Tous les 5 ans, les censeurs révisent l'album sénatorial et remplacent les sénateurs morts ou expulsés par de nouveaux sénateurs choisis parmi les anciens magistrats. Une fois nommé, un sénateur reste sénateur à vie, sauf s'il se fait exclure du Sénat pour immoralité. Sous la République romaine, le Sénat comporte 300 sénateurs, et ce chiffre n'évoluera que lors des guerres civiles de la toute fin de la République. Pour se réunir, le Sénat doit être convoqué par un magistrat, un dictateur, un consul, un préteur, un tribun de la plèbe, un interroi ou le préfet de la ville. Tout comme les comices, le Sénat ne peut se réunir que lors des jours fastes, c'est-à-dire environ 190 jours par an. Une fois réuni, il intervient dans de nombreux domaines et ses pouvoirs sont assez importants. En théorie, le Sénat doit superviser les finances, s'occuper de la gestion de la guerre et de la diplomatie. Dans les faits, le Sénat fait un peu office de direction générale des affaires. Une fois le Sénat réuni, c'est le magistrat qui a convoqué le Sénat qui préside la séance et définit l'ordre du jour. Mais malgré cet ordre du jour, les sénateurs sont libres de s'exprimer sur n'importe quel sujet et autant de temps qu'ils le souhaitent. Cependant, un vote ne peut avoir lieu que sur les sujets mis à l'ordre du jour par le président de la séance. Une fois l'ordre du jour établi, le président de séance interroge individuellement et oralement chaque sénateur afin d'avoir leur avis sur les questions mises à l'ordre du jour. Les sénateurs étaient interrogés dans un ordre bien spécifique défini par leur rang. Le premier à s'exprimer était le princeps senatus, le prince du Sénat. Ce prince du Sénat était choisi tous les 5 ans par les censeurs. Il s'agissait d'un patricien respecté des autres sénateurs, souvent anciens consuls et anciens censeurs. Les autres sénateurs pouvaient ensuite s'exprimer par ordre hiérarchique, en fonction de leur ancienneté et de la dernière magistrature exercée. Le président de séance pouvait à tout moment mettre fin au débat et demander aux sénateurs de procéder au vote. Pour les affaires de peu d'importance, ou lorsque l'unanimité du Sénat est évidente, le vote peut avoir lieu sans aucun débat au préalable. Les questions les moins importantes étaient soumises au vote à main levée, mais pour les questions les plus importantes, le vote se faisait par déplacement des sénateurs. Les sénateurs se déplaçaient physiquement pour aller vers les autres sénateurs qui partageaient leur avis. Le résultat du vote est appelé Senatus Consult. Il s'agit d'un conseil sous forme de décret remis aux magistrats. Les magistrats discutent toujours de leur projet de loi avec le Sénat, et si le vote du Sénat se montre trop hostile au projet de loi proposé par le magistrat, ce dernier l'abandonne. En théorie, rien n'oblige un magistrat à discuter de ses projets de loi avec le Sénat. Rien ne l'oblige non plus à abandonner ce projet de loi si le Sénat s'y montre hostile. Mais dans les faits, tous les magistrats respectent les décisions du Sénat. Cela permet au Sénat de dominer la République romaine. En approuvant ou non une loi au préalable, il contrôle les comices qui sont chargés de voter les lois. Si une loi rencontre l'hostilité des sénateurs, elle ne sera jamais soumise au vote des comices. On peut ainsi qualifier la République romaine de république sénatoriale car tout passe par le Sénat. Nous en avons terminé avec les principales institutions de la République romaine. Pour résumer, les assemblées sont chargées d'élire les magistrats qui vont s'occuper des affaires de la République. Le Sénat, lui, sert de contre-pouvoir aux magistrats et son avis fait bien souvent force de loi. Avec tout ce que je viens de vous raconter, vous devriez un peu mieux comprendre le fonctionnement des institutions de la République romaine. Il reste cependant un dernier point à évoquer qui relève davantage de la vie religieuse, mais qui a un impact non négligeable sur la vie politique de Rome. À Rome, on appelle prendre les auspices le fait de consulter les dieux, et plus particulièrement Jupiter. Cette pratique est aussi vieille que Rome elle-même, puisqu'elle remonte à la fondation de la cité en -753. D'après la tradition, c'est l'observation du vol de 12 vautours qui vaut à Romulus le statut de fondateur de la cité, au détriment de son frère jumeau, Rémus. Cette pratique, au début purement religieuse, devient rapidement politique, puisqu'elle engage directement le déroulement de la vie à Rome. Sous la République, les auspices ne peuvent être pris que par un magistrat ou par un prêtre spécifique. Avant chaque décision importante, un magistrat doit prendre les auspices. Si ceux-ci lui sont favorables, il reçoit la bénédiction des dieux et peut mener son projet à bien. Mais si les auspices lui sont défavorables, il doit abandonner son projet. Cela peut sembler assez absurde aujourd'hui, mais à l'époque, la prise des auspices était quelque chose de très sérieux. L'une des façons les plus communes de prendre les auspices était d'observer le vol des oiseaux et d'interpréter ce vol au moyen d'un livre sacerdotal. Une autre technique était appelée le rite du tripudium. Pour ce rite, il faut donner à manger à des poulets, mais des poulets sacrés, consacrés à une divinité, et observer la façon dont ces poulets sacrés mangeaient. De là, on en déduisait si les auspices étaient favorables ou non. Ça peut faire sourire, mais pourtant c'était vraiment très sérieux.
Un épisode célèbre de l'histoire de Rome montre parfaitement cela. En moins 249, le consul Claudius Pulcher fait voile avec ses navires pour aller combattre la flotte carthaginoise. Sur son bateau sont présents plusieurs poulets sacrés afin de pouvoir prendre les auspices avant le début de la bataille. Au moment de la prise des auspices, Claudius Pulcher est agacé par le manque d'appétit des poulets, ce qui est perçu comme un mauvais présage. Il décide alors de jeter les poulets sacrés à la mer. D'après Cicéron et Suétone, il se serait écrié qu'ils boivent s'ils ne veulent pas manger. Évidemment, il a perdu la bataille. En apprenant que Claudius Pulcher a ignoré les auspices et jeté les poulets sacrés à la mer, le Sénat lui ordonne de revenir et d'abandonner sa charge de consul. Ce que Claudius Pulcher sera obligé de faire. On rigole pas avec les poulets. Plus sérieusement, la prise des auspices était considérée comme une communication avec les dieux, et la protection divine de Rome en dépendait. Bon, bien entendu, certains magistrats trichaient un peu, par exemple en affamant les poulets sacrés pour que ceux-ci aient bon appétit lors de la prise des auspices, ce qui était perçu comme un présage positif. Mais comme on l'a vu avec Claudius Pulcher, c'était quand même quelque chose qui était pris très au sérieux par les Romains. Les institutions de la République romaine fonctionnaient particulièrement bien. Et c'est en grande partie grâce à ces institutions que Rome a pu s'imposer comme la puissance dominante de l'espace méditerranéen. Ces institutions garantissaient également une très bonne stabilité à Rome. C'est en grande partie grâce à l'excellence de ces institutions que Rome a pu étendre son empire territorial. Polybe situe l'âge d'or de ces institutions vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est vrai que leur fonctionnement a joué un rôle essentiel lors de la guerre contre Carthage, contribuant grandement à la victoire romaine. Mais Polybe, qui écrit au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, n'est pas dupe. Il sait qu'un régime politique, aussi excellent soit-il, peut entrer en phase de déclin et finir par disparaître. Je termine donc cette vidéo en le citant, des paroles visionnaires que je trouve pleines de vérité et de sagesse. Lorsqu'un régime, après s'être tiré de plusieurs grands périls, atteint une suprématie fondée sur une puissance incontestée, il est bien évident que, à mesure que la prospérité se répand parmi la population, les gens se mettent à mener plus grand train, que les citoyens se disputent avec plus d'âpreté les magistratures et les autres fonctions. Puis, quand cette évolution a pris une certaine ampleur, le déclin s'annonce, provoqué par la passion du pouvoir, le discrédit attaché à l'obscurité, par le goût du luxe et l'insolent étalage de la richesse. La responsabilité du changement incombera alors à la classe populaire, soit qu'elle s'estime lésée par la cupidité de certains, soit que les flatteries de quelques ambitieux viennent gonfler ses prétentions. Alors, emporté par ses passions et n'écoutant plus que ses humeurs, le peuple ne voudra plus obéir ni partager la souveraineté avec la classe dirigeante. Il s'attribuera la primauté dans tous les domaines. Quand on en sera là, on appliquera peut-être au régime nouveau les termes les plus beaux, ceux de liberté et de démocratie. Mais ce sera en fait le pire des gouvernements, c'est-à-dire l'ochlocratie.